Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Hello à tous! Vous avez adoré l'épisode Good Vibes, donc je vous propose aujourd'hui des réflexions un peu dans le désordre, qui passent du Coca Light, mais qui vous parleront certainement. Vous le savez certainement depuis, j'ai entraîné des sportifs de haut niveau, j'en fréquente au quotidien, j'ai des amis sportifs de haut niveau, jusqu'à des athlètes olympiques. Le grattant, mesdames et messieurs. Je les côtoie parce que moi-même j'ai fait du sport à haut niveau longtemps. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager des réflexions dans le désordre de ce que m'a apporté cette expérience, de ce que m'apportent ces sportifs de haut niveau, leur mindset, etc. J'adore les citations, vous le savez, parce qu'elles disent beaucoup avec très peu de mots, et elles font ressentir des trucs de fou, parfois, quand elles tapent dans le mille. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai fait un espèce de condensé de citations et de discours motivants de nos plus grands champions, et je l'ai adapté à notre vie du quotidien. Cet épisode, donc, c'est le coup de pied aux fesses qui fait du bien, qui structure notre esprit au succès, qui donne des goosebumps, des frissons, et c'est bien ce qu'on mérite après tout. Première réflexion, la réalité en face. Pourquoi en veut-on d'abord au messager ? Je m'explique. T'as aucune compétence, tu fais comme tout le monde, tu te mets devant Netflix tous les soirs, tu manges très mal, t'as aucune discipline, et tu te plains de manquer de confiance en toi ? C'est ce que m'a dit mon coach de boxe en 2009. Il ne faisait pas dans la délicatesse, mais au moins le message est passé. J'étais terrifiée à l'idée de faire des combats de boxe, et je lui ai confié un jour que je n'avais pas confiance en moi. J'étais à deux doigts de justifier ça parce que tu comprends, j'ai eu une enfance difficile, mais il ne m'en a pas laissé le temps. Il m'a coupé net, et il m'a envoyé ça dans les dents. Alors évidemment, se prendre une avoinée quand on cherche du réconfort, c'est pas agréable. Mais qu'est-ce qu'il a eu raison ? Il n'était pas là pour me ménager, ni me chouchouter. Son rôle, c'était de me faire évoluer, devenir meilleure et confiante. Autant vous dire que quand quelqu'un vous met face à vous-même, face à vos excuses, face à la réalité, le premier réflexe, c'est de lui en vouloir. Au début, j'étais trop saoulée contre lui. Mais comment il peut me manquer autant d'empathie ? C'est tellement brutal et pas sympa. Alors que moi, je suis sa cliente. Non mais quand même, on se sait. Ça me fait penser à un article qui expliquait que de nombreuses personnes en veulent aux présentateurs météo quand le temps est pourri. C'est vraiment étonnant, la psychologie humaine. Comme ils sont associés à la transmission de mauvaises nouvelles, les présentateurs météo n'ont pas la cote. Cette perception peut entraîner des critiques, voire des agressions verbales à leur encontre. Par exemple, certains présentateurs ont rapporté recevoir des moqueries ou des insultes lorsqu'ils annoncent des conditions météorologiques défavorables. Exemple, Virginie Hilson, si vous la connaissez, elle est sur France 2, ou elle était sur France 2. Elle a témoigné un jour avoir reçu des messages haineux lors des vagues de chaleur, certains lui reprochant d'exagérer ou de faire peur pour rien, alors que juste, désolé les amis, il va faire chaud, on est au mois d'août, bon bah j'ai pas envie de te gâcher ton été, mais juste sors couvert, mets de la crème solaire et bois de l'eau quoi. Ou bien Louis Baudin, qui lui a mentionné que les réactions virulentes augmentent dès que les bulletins météo deviennent plus alarmants, notamment par exemple en période de tempête ou d'épisodes caniculaires. Les gens les critiquent, lui-même, il le critique lui, comme si lui il était responsable du climat. Genre il fait mauvais, mais comme c'est moi qui te l'annonce, c'est moi qui en suis responsable. C'est un peu pareil avec mon coach de boxe finalement. Une fois qu'on sait que ce phénomène psychologique peut arriver, on prend un peu de recul lorsque quelqu'un nous fait une critique ou nous annonce une mauvaise nouvelle pour se dire que c'est pas forcément de la faute au messager. Et surtout du coup, le point était de se dire que quand on n'a pas confiance en soi, on peut se demander pourquoi. Ok, t'as pas confiance en toi, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir confiance en toi ? Est-ce que tu travailles pour tes rêves ? Est-ce que tu manges sainement ? Est-ce que tu dors assez ? Est-ce que tu lis beaucoup ? Est-ce que tu régules tes émotions ? Est-ce que tu as un corps solide capable de t'emmener où tu veux aller ? Est-ce que tu t'améliores chaque jour ? Est-ce que tu écoutes religieusement les podcasts de Laurita Socaliente ? C'est une des réflexions qui aide à être moins aigri, à moins en vouloir à ceux qui nous disent des vérités crues, sans pincettes et sans fil. Je pars du principe que si ça fait mal, si ça fait réagir, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Deuxième réflexion, c'est pourquoi devrions-nous vraiment avoir confiance en nous ? On en revient donc à cette fameuse question de mon coach, à quoi ressemble votre vie ? La plupart des gens se moquent de ce qu'ils mangent. La plupart des gens savent comment manger sainement, comment s'apporter les max de nutriments et pourtant ne l'appliquent pas du tout. Est-ce que vous regardez des TV shows, de la télé-réalité ? Est-ce que vous avez des compétences particulières que vous exploitez ? Peu sont les gens qui lisent, peu sortent de leur zone de confort et beaucoup se plaignent de ne pas avoir confiance en eux, mais c'est normal. Quand on ne se connaît pas, quand on ne médite pas, on ne part jamais à sa rencontre.
ou même quand on ne se challenge jamais? Comment est-ce qu'on réagit à la difficulté, dans la douleur? Comment est-ce qu'on réagit quand on a des principes mais qu'on est fatigué? Vous savez là, cette phrase que les gens peuvent vous sortir, j'avais des principes, et puis après, j'ai eu des enfants. Mais tu peux tenir tes principes, même en ayant des enfants, hein. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est parce que vous êtes pas fiable envers vos propres convictions. Comme quand on se dit en début d'année, allez vas-y, cette année je me mets au sport, mais que 2 semaines plus tard on abandonne. Est-ce qu'on aurait confiance en une personne qui nous dit ok, je fais ça pendant 1 an et qui tient ses paroles que 2 semaines? Cette personne, ça a été moi. Et ça a certainement été vous aussi. Mais ça c'était avant. Exemple, les sportifs de haut niveau sont assez confiants parce qu'ils se bougent chaque jour, même quand ils n'en ont aucune envie. Je faisais du sport à haut niveau et dans tous les sports, et dans mes amis et mon entourage sportif de haut niveau, que ce soit rugby, bobsleigh, tennis, boxe, volley ou trampoline même, le point commun entre chacune de ces personnes, c'est qu'ils ont certes confiance en eux, mais surtout, ils font la même chose chaque jour. Donc évidemment, ils sont solides, évidemment, ils savent qu'ils font de leur mieux chaque jour. Et ils se sont entraînés tous les jours de leur vie pour développer une compétence. Donc c'est pour ça qu'ils sont excellents. Et c'est pour ça qu'ils sont bons. Ils ont de la discipline. Et j'aime autant vous dire qu'ils ne se demandent même pas comment ils se sentent. C'est pas ça qui fait devenir successful. Ils switch off leurs émotions et ils y vont quoi qu'il arrive. Et nous, meanwhile, on se demande s'il fait pas un peu trop froid ou si on a bien dormi pour aller faire une petite séance de sport. Et je sais que purée, c'est dur, se lever, sortir dans le froid, etc. Mais après, quelle sensation de bien-être. Est-ce que vous croyez qu'on a envie d'aller au sport tous les jours? Mais pas du tout. Pourtant, quand j'y vais, après je me sens imbattable parce que je fais ce que je dis que j'allais faire. Ensuite, réflexion sur la confiance en soi. Je pense que le pire ennemi d'un enfant, c'est un adulte non guéri. Une fois qu'on a fait un tour d'horizon de ce qui se passe à l'instant T, ok, comment est-ce que je me comporte? Est-ce que je devrais avoir confiance en moi? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie aujourd'hui, je dois avoir confiance en moi? On peut quand même se donner un petit peu de crédit et se rendre compte que beaucoup de choses se jouent dans l'enfance. Et donc pourquoi le pire ennemi d'un enfant, c'est un adulte non guéri? Parce que tout ce qu'on va refuser d'adresser aujourd'hui va créer chez nous des mécanismes inconscients et se répandre autour de nous. Parce qu'un adulte non guéri agit souvent depuis ses blessures et peut réagir par automatisme, défense ou traumatisme non digéré. Il peut crier au lieu de dialoguer, contrôler au lieu d'accompagner, punir au lieu de comprendre. Par exemple, un parent qui n'a pas reçu d'amour inconditionnel, il peut avoir du mal à le donner, ou quelqu'un qui a été humilié enfant peut inconsciemment reproduire cette humiliation avec son propre enfant. Mais aussi parce que l'adulte non guéri projette son histoire sur l'enfant. Et sans travail personnel, l'adulte peut confondre ses émotions passées avec la réalité actuelle. Par exemple, on peut voir de la provocation alors qu'il y a simplement un besoin d'attention, on se sait, ou bien parfois, il arrive de prendre des réactions normales d'un enfant, des pleurs, des colères, etc., comme quelque chose qu'on prend perso. Ou encore, et là je suis sûre que ça va vous parler, on peut, quand on est un adulte qui n'est pas guéri, bloquer l'expression authentique de son enfant. C'est-à-dire couper son enfant de ses émotions, arrête de pleurer, sois fort, etc. Ou bien vouloir que son enfant réussisse pour réparer sa propre estime. Oh, non mais attention, tout le monde te regarde, non mais vraiment, fais quelque chose, que vont penser les gens? Et enfin, un adulte qui n'a pas fait le travail ne voit pas l'enfant comme un être à part entière. Un adulte blessé peut être dans un rôle d'autorité toxique ou dans une attente de réparation affective. Évidemment, un adulte non guéri n'est pas volontairement l'ennemi de son enfant, mais il peut lui transmettre des douleurs sans même s'en rendre compte. Et c'est là que cette citation prend tout son poids. Donc si on se dit, ok, bah moi j'ai pas forcément confiance en moi, peut-être que c'est que mon quotidien aujourd'hui ne me met pas forcément en valeur, je prends pas assez soin de moi, je ne crois pas assez en mes rêves, je prends aussi conscience que mon passé ne me définit pas, mais certes, il a quand même encore aujourd'hui peut-être un impact, et enfin, on peut se dire, mais pourquoi je n'arrive pas à avoir confiance en moi? Eh bien, c'est à cause de nous-mêmes. Il est temps d'être lucide. Parfois, quand on s'observe, on a des traits toxiques, des défauts qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Exemple, la procrastination. Il faut simplement le reconnaître et s'observer. Ça peut aussi être le fait d'être ultra dépensier, de jamais garder un job, d'être flemmard. Soyons honnêtes, soyons francs envers nous-mêmes. Je trouve que c'est une des parties les plus dures, mais aussi celle qui permet de faire 50% du chemin. Pareil, moi, des fois, je me dis, waouh, là, j'ai un trait hyper toxique. Ou pourquoi je reste dans ce schéma répétitif? Pourquoi cette chose m'arrive constamment? Dans ces cas-là, je fonce en thérapie. Pourquoi je rencontre le même genre de personnes? Wouh! J'y vais direct. Je suis feignant, il faut absolument que je me bouge et que je sorte de ce truc inconscient. Je fais le travail. C'est ok d'être honnête avec soi-même. C'est pas mauvais, c'est simplement juste. Ensuite, ce qu'on retrouve chez tous les sportifs de haut niveau, c'est que l'inconfort doit devenir confortable. On est conditionné pour le confort et non pour le bonheur, et je vous recommande chaudement le livre « Où la montagne c'est toi ». Exemple, vous croyez vouloir de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent que vous voulez. C'est le confort qui vient avec ce que vous recherchez. C'est la stabilité que l'argent va permettre. Et c'est notre nature humaine d'être confortable. C'est le rôle de notre cerveau, d'ailleurs, de nous garder en sécurité, confortable et vivant. Mais à l'état primitif,
il a pas besoin d'aller faire un workout, de se pousser. Il y a déjà bien assez de challenges de survivre à un jaguar et compagnie. Non. Par contre, aujourd'hui, il n'a pas forcément besoin d'être confortable. Il est beaucoup trop confortable. Comment faire de l'inconfort notre meilleur ami? Mon conseil, ce serait d'y aller step by step. Au lieu de choquer son corps à faire un truc d'un coup, commençons doucement, mais faisons-le régulièrement. Par exemple, vous n'avez jamais couru de votre vie et vous vous lancez le challenge de courir un marathon. Donc, vous vous dites, allez, c'est bon, j'y vais, je cours 5 fois par semaine. Le corps va se mettre en stress, en mode survie. Wouh, qu'est pas ça, mais qu'est-ce qui lui prend? Alors que si vous commencez avec un footing de 20 minutes par semaine, puis que vous augmentez à 2, etc. et que vous accélérez, votre zone d'inconfort va, sans que vous vous en aperceviez, devenir une zone de confort. Votre corps aura l'habitude et il va l'associer à quelque chose de safe. C'est vraiment l'exemple de la conduite à Paris. Petit clin d'œil à mes Parisiens. Genre, si t'es parisien, tu sais qu'un non-parisien hésitant est dangereux. Quand t'as pas l'habitude et que t'arrives place de l'Étoile à 18h, si t'hésites, si t'as peur, tu deviens dangereux pour les autres. Pareil, ton dentiste, quand il arrache ta dent, il est pas en mode youpsi, il sait très bien ce qu'il fait, il a confiance parce qu'il l'a fait des centaines de fois. Je vous en ai parlé, je fais du dynamo cycling en ce moment, c'est du concept de cycling à l'intérieur d'une salle toute noire avec la musique à fond. Le premier rang, c'est des habitués. Bon bah les premières sessions, j'étais au fond. Derrière, pour que personne ne me voie. Je me cachais derrière le plus baraque pour que vraiment mes mouvements ne soient pas vus. Et petit à petit, j'ai pris confiance et maintenant me voilà au premier rang. L'inconfort doit devenir confortable et pour qu'il le devienne, il faut y aller étape par étape et ne pas choquer son corps. Personne ne nous regarde, by the way. Si on a peur que les gens nous regardent, il s'agit de se dire qu'en fait, les gens sont juste là pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes et ils ont bien d'autres choses à faire que de nous regarder. C'est en devenant bon à quelque chose qu'on prend confiance en soi. Aujourd'hui, je vous lance le défi d'utiliser 1 heure de vos 24 heures pendant 21 jours pour faire un truc intelligent. Méditer, faire du journaling, lire, juste un truc qui va vous rendre meilleur. Cuisiner, faire un truc pour vous pimper, vous habiller, vous parfumer, vous laver le visage, que sais-je. Autre réflexion que je me suis faite ces derniers temps, en observant justement ces sportifs de haut niveau, c'est le fait de reconnaître ses émotions et d'en rire. Moi, ça m'aide beaucoup. L'humour, c'est un moyen puissant de ne plus se prendre au sérieux, tout en faisant tout sérieusement. S'agit pas de se dénigrer, mais simplement de reconnaître ce qu'il se passe, comprendre pourquoi, et faire avec parce qu'une fois qu'on a admis la résistance, elle disparaît. Par exemple, on ne dirait pas derrière mon podcast, mais je suis timide. Je suis timide, genre bloquée dans un salon pour entrepreneurs, je vais parler à personne. J'aimerais me fondre dans le décor pour que personne ne me parle. Si vous êtes dans l'anxiété sociale, reconnaissez-le. Moi maintenant, mon opening quand je fais des workshops ou quand je vais dans des conférences, quand j'organise des événements, c'est de dire « Bonjour à tous, bon, on va pas se mentir, je suis pétrifiée, j'ai failli vomir juste avant d'arriver. » D'une part, ça brise la glace. L'audience comprend, ils se disent « Waouh, bravo d'oser » et est de fait plus indulgente, mais en plus, ça permet d'être beaucoup plus authentique. C'est ok d'en rire, c'est ok de se dire « Waouh, en fait, là j'ai juste trop peur en fait. » C'est pas pour me dénigrer, c'est juste que c'est la vérité. J'ai peur, j'en parle, et du coup, cette peur disparaît, elle est moins présente. C'est un peu comme si quelqu'un vous dit « What, t'es tout rouge !» Bah oui, c'est clair que si t'as honte d'être tout rouge, tu vas devenir encore plus rouge. On se sent gêné. Bah ouais, mais c'est pas grave. Ah, au lieu de ça, répondons plutôt « Ouais. » J'ai rougi parce que je me sens pas forcément bien à l'aise, mais au moins je suis là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais parler de ses émotions, ça aide beaucoup. Par exemple, vous êtes stressé à l'idée de voir quelqu'un, dites-le. Ça permet de connecter plus en détail et plus en profondeur avec les gens. Je suis très contente d'être là, mais par contre, je suis hyper stressée, je sais pas comment te dire les choses, je sais pas comment va se passer la conversation, donc je préfère te le dire, je suis stressée. Ça enrichit les connexions avec les gens et ça leur permet aussi de mieux nous comprendre. Ok, pourquoi elle bégaye celle-là? Bah parce que j'ai peur en fait. Ah ok, je vous lance un autre défi. Faites ce test aujourd'hui et dites-moi en commentaire comment vous vous êtes senti. C'est un youtubeur américain, dont je me rappelle plus du nom, qui conseille de faire ça. Dès que tu vois un bus passer dans la rue, tu fais coucou aux gens. Alors certains vont te répondre, d'autres vont te regarder comme si t'étais le plus grand weirdo du siècle. Et en fait, au bout d'un moment, le fait de le faire, ça va vous faire gagner confiance en vous parce que c'est quelque chose que vous n'avez certainement jamais fait. C'est quelque chose qui est plutôt inconfortable, et vous allez vous rendre compte que c'est pas sorcier et que vous êtes capable de le faire. Boost de confiance assuré. Ça peut même être juste sourire aux gens dans le métro, ça coûte rien, ça fait plaisir, et souvent on a la bonne surprise qu'ils sourient en retour. Ou bien, si vous êtes comme moi avant, vous vous habillez toujours en noir pour éviter que les gens vous regardent, c'est le moment de s'habiller de façon overdress, on donne tout, et d'accepter le regard des autres sur vous, qui seront certainement d'ailleurs des regards agréables, qui plus est. Donc si l'expérience du bus vous semble trop challenging, habillez-vous d'une façon dont vous avez absolument pas l'habitude, histoire de voir comment vous gérez le regard des autres. Autre réflexion que je me suis faite, c'est le fait de se bouger malgré les turbulences. Un jour, pendant un vol Paris-Tokyo, j'ai rencontré d'extrêmes turbulences. Pas des turbulences laïques, les copains. Non. Des trous d'air de 12 mètres. Sans mentir, j'ai demandé au crew derrière. Vous imaginez la 12 mètres en chute libre? Donc, ceinture attachée, les cabines crew attachées, les lumières éteintes, le signe sortie qui clignote. Je regarde l'hôtesse et je la vois pleurer. Les gens autour hurlent, pleurent, font le signe de croix.
Et ce pendant 12-15 minutes. Mais comment vous dire que 15 minutes, c'est hyper long. Le ressenti, c'est pas 15 minutes de rap de sommeil que tu t'octroies le matin quand tu snoozes, hein. Non, 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 non. C'est comme si tu faisais 15 minutes de planche. Moi, qui avant n'avais absolument aucune crainte en avion, j'ai développé une peur panique de l'avion, au point de m'allonger dans les allées à la moindre turbulence, d'agripper le premier steward venu pour le supplier de me tenir la main, etc. Un vrai cassos. Pour autant, professionnellement et personnellement, je suis amenée à voyager beaucoup, donc c'était un vrai calvaire et je ne pouvais pas laisser cette peur me dicter ma vie. Donc j'ai pris mon courage et ma ventoline à deux mains, j'ai fait ce que j'ai pu, psychologue, stagiaire France, écouter des podcasts, regarder des reportages, et aujourd'hui, disons que je suis plutôt apaisée, même si, évidemment, je vais pas non plus m'endormir, faut pas pousser, parce que j'ai repris confiance en moi. Et je me suis dit, si je reste avec quelque chose dans ma tête que je ne me pense pas capable de faire, je n'aurai jamais confiance en moi. Maintenant, je me dis, ok, je suis capable de prendre l'avion, je suis capable de ne pas faire un scandale. Et comme le dirait notre cher Raphaël Nadal, il n'y a pas de chemin qui contourne le fait de travailler dur. Faut juste foncer dedans. Se laisser freiner par des peurs, pas pour nous, pas ici, non merci. Et du coup, cette tendance-là qui dit oui, blabla, c'est ok de s'écouter, faut pas se forcer, c'est ok, dans certains domaines, comme dans l'intimité, commencez pas. Mais par contre, quand on veut obtenir quelque chose, non, c'est pas ok de ne pas faire d'efforts. Vraiment, répétez après moi, on ne contourne pas le travail, on l'embrasse. Personne ne s'est construit, et surtout maintenu sans travail, vraiment. La dernière fois que j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a répondu, ouais mais les Kardashians. Les Kardashians, beaucoup les critiquent. Mais laissez-moi vous dire que Kris Jenner, les amis, c'est un cas d'école. Elle avait 0, elle a construit des empires pour chacune de ses filles. Et non seulement elle a construit des empires, mais maintenant elle les maintient dans le temps. Donc, quel que soit notre objectif, sans travail, c'est mort. Ce sera médiocre. Sans sacrifice, c'est pas relevant. Tu veux perdre du poids? Arrête de cliquer sur des pubs secrets minceurs de Jilo ou l'aliment miracle qui te fera brûler des calories en dormant. Stop! Tu veux que je te donne l'aliment miracle? La discipline! Lève tes fesses du canapé, sois actif, bois 2 litres par jour, dors 7 heures par nuit, mange équilibré et répète ça pendant 6 mois. Tu verras si c'est pas un aliment miracle, ça. Oui, nourris-toi de discipline. Comme le disait Mohamed Ali, je ne compte pas les pompes que je fais, je compte quand je commence à avoir mal parce que c'est ça qui te rend champion. End of story. Ensuite, autre citation que je voulais partager avec vous, mais je savais pas trop dans quel épisode la planquer, donc je l'ai mise ici. C'est jamais trop tard pour être ce que vous auriez pu être. Ouh, celle-là, hits different. En gros, c'est jamais trop tard pour mettre tes excuses au placard et devenir ce que tu aurais voulu être. Tu voulais être beau? Tu voulais être audacieux? Tu voulais bien jouer au foot? Agis comme si c'était le cas. C'est pas encore trop tard. Tant que tu respires, tant que tu vis, tu peux encore le créer. C'est juste apaisant de se dire ça. C'est pas trop tard pour faire, être, pour vivre. Si vous m'entendez, c'est que vous êtes vivant, ou alors j'ai loupé un truc, donc profitez-en. Autre axe de réflexion que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est une question. Quand est-ce que vous avez fait quelque chose pour la première fois? C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Allez, j'écoute. Mettez pause et dites-vous, ou dites-moi en commentaire, quelle est la dernière chose que vous avez testée pour la première fois? La dernière fois, je me suis demandé qui était mon plus récent ami. Quelle personne j'ai rencontré récemment? Et que veut dire récemment? Qui est devenu mon ami? Perso, mon dernier ami en date d'un mois. Et vous? La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, c'était il y a 2 semaines, en testant la kinésiologie. J'essaie de faire un truc nouveau par mois. Qui sait? Je risque peut-être de découvrir une passion absolue, non? Comment aurais-je pu savoir que j'allais aimer par exemple le cycling à l'intérieur d'une salle sans tester? Essayez quelque chose pour les 30 prochains jours et tenez-vous-y. Exemple, on arrête le coca. On peut se prouver qu'on peut être discipliné. Et si vous l'êtes sur un truc aussi basique que le fait d'arrêter le coca pendant 30 jours, vous le serez sur des trucs beaucoup plus grands. Ça peut aussi, par exemple, être le fait de méditer tous les jours, 3 minutes, ou bien de ne pas dire de gros mots. Autre réflexion, c'est le fait de oser et c'est tout. Quand on a un pourquoi solide, il n'y a pas de manque de confiance. Exemple, si vous êtes entrepreneur, dites-vous, est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que ça va aider les gens? Si la réponse est oui, parce que by the way, devenir entrepreneur, c'est avant tout répondre à un besoin, n'est-ce pas? Alors, vous n'avez pas à rougir. Je vous l'ai déjà dit, vous ne serez jamais critiqué par ceux qui font moins que vous. Un athlète de haut niveau ne vous rira jamais au nez parce que vous allez faire un footing. Donc, une fois qu'on sait pourquoi on fait les choses, on peut déjà s'applaudir 2 secondes, parce que c'est pas rien de le faire. Et vos gens vous trouveront. Ce podcast, je sais que parfois, le son n'était pas bon au début, même parfois encore aujourd'hui. Les premiers épisodes, mais quel enfer, mais on s'en fout. On n'a pas besoin de matériel. Ceux à qui je parle m'ont trouvé et sont passés au-dessus de la forme parce que la forme c'est pas important quand le fond est là. Vous pouvez attendre 1000 ans que tout soit parfait, ou vous pouvez faire, et même si c'est pas ouf, même si c'est pas beau, même si c'est moyen, au moins vous avez fait. Ça marche dans tout. Vous êtes nul en dessin et vous voulez progresser? Bah dessinez. Montrez aux autres. Vous êtes timide? Vous êtes timide, vous n'osez pas parler aux gens? Allez voir une personne aujourd'hui, dans la rue pour lui faire un compliment, vous ne risquez rien. Vous voulez lancer votre site mais il n'est pas finalisé? Lancez-le. Fait est mieux que parfait. Tant que ce que vous faites est bien et bienveillant, qu'est-ce qu'on s'en moque de ce que les gens peuvent en dire? Et ceux qui se diraient encore que vont penser les gens,
Mais ils ne pensent pas généralement. Ils n'ont pas la même culture, pas la même passé, et franchement, ils n'en ont rien à faire. Ce n'est vraiment pas votre problème, et surtout le perfectionnisme empêche d'avancer. Autre réflexion sur l'auto-sabotage, parce que c'est un truc que j'ai compris aussi en parlant avec mon coach de boxe. L'auto-sabotage peut prendre plein de formes. Dans mon cas, c'était manger mal, me maltraiter, venir au cours de boxe épuisé en me disant que j'arriverais pas à tenir 45 minutes de corde juste pour l'échauffement. Et lui était là, bien sûr qu'en dormant 4 heures, en bouffant du Burger King à 3 heures du matin, t'es pas au mieux. Tu crois que Cristiano Ronaldo il fait ça? Pourquoi tu t'en veux? Pourquoi tu te sabotes? Pourquoi tu te mets dans des conditions où tu vas échouer? Et dans la vie, c'est pareil. Avoir un projet mais repoussé, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas de réseau, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, c'est du bullshit. C'est de l'auto-sabotage. Mettons par exemple que tu aimes chanter. Tu chantes super bien et tu veux devenir chanteur mais t'oses pas. T'as besoin de 0 connexion, 0 argent. Tu prends ton téléphone, tu te filmes en train de chanter et tu postes ça sur TikTok chaque jour et t'apprends les rouages du métier. T'apprends l'algorithme TikTok, tu commandes sous les autres chanteurs, tu engages avec ton audience, etc. Et là, tu vas peut-être devenir chanteur. T'as pas besoin de grand chose pour réussir. Aujourd'hui, on a vraiment de la chance d'être dans cette vie où tout est viral, tout est accessible. Tu peux toucher le mec en Chine, là, en une vidéo. Tout est trop simple. Les petits créateurs déchirent tout sur les réseaux sociaux parce que c'est facile d'être vu et apprécié quand on est talentueux. Donc ces excuses-là, au cachot, la réalité c'est que si tu t'auto-sabotes, soit t'as peur de réussir, soit t'as peur d'échouer, soit t'en veux à quelqu'un et tu veux le faire payer. Dans les 3 cas, c'est lié au regard des autres. Ce fameux coach de boxe aussi m'a dit un truc, ça m'a frappé. Il m'a dit, c'est facile d'être au top de nos jours. J'ai vu une vidéo YouTube de David Goggins, je crois, qui disait c'est tellement facile d'être au top ces derniers temps parce que la plupart des gens sont faibles, avec un petit peu d'effort, un peu de capacité, un peu de discipline et la capacité à ne pas vouloir faire mais à faire quand même, on est déjà bien au-dessus des autres. Il a dit, certaines personnes me demandent pourquoi je cours si je n'aime pas ça. C'est un athlète, by the way. Il a répondu, des fois j'ai pas envie de me doucher ou de me brosser les dents, mais je le fais quand même parce que c'est la vie, non? Il a dit un truc hyper vrai, c'est que si t'arrives à faire des choses que tu détestes faire, de l'autre côté tu trouveras quelque chose qui te rendra... Et pour terminer, il a dit, et je cite, attention, sortez les mouchoirs, je suis totalement d'accord avec lui. Je ne m'entraîne pas pour une course, je m'entraîne pour la vie. Pour le moment où je vais décrocher mon téléphone à 2 heures du matin, qui m'annoncera que ma mère est décédée. Je m'entraîne pour ne pas m'écrouler à ce moment-là. J'entraîne mon corps, mon esprit pour faire face à la vie et à ce que la vie me balance dans la tronche. Donc on arrête de prendre des pincettes, on s'assume, on ose dire ce qu'on pense parce que finalement, c'est ça qui rend les gens meilleurs. Et surtout, on se donne les moyens parce que juste le fait de faire, même si c'est pas parfait, nous fera faire partie des 1%. Ma mentor, la dernière fois, m'a dit aussi un truc hyper intéressant. Elle m'a dit, reste réveillé. On ne peut pas contrôler des gens qui sont sains, qui ont l'esprit ouvert, qui sont guéris. Oui ou non? On en parle dans l'épisode sur devenir inoubliable. On n'arrive pas à les mettre dans des boîtes, ces gens-là. Les gens qui ont confiance en eux, qui se sentent bien dans leur basket, on n'arrive pas à les contrôler. On ne contrôle pas ces gens-là. Et bizarrement, vous trouvez pas ça chelou que dans une société comme la nôtre, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment encore blessées, malades? Les lobbies pharmaceutiques sont accusés de ne pas trouver de vaccin contre le cancer, s'il vous plaît. Alors, on va pas tomber dans la théorie du complot à 2 balles, bien sûr, mais je pose ça là. Attention à ce que vous regardez à la télé, attention à ce que vous mangez. Je vous dis ça parce que la dernière fois que son pédiatre a prescrit à ma fille des antibiotiques, elle est devenue, zinzin. Genre incapable de réguler ses émotions. C'est fou. Et vu qu'elle ne prend quasiment jamais de médicaments, les antibiotiques sur elle ont un effet incroyable. Quand elle est dérangée au niveau de son estomac, qui est by the way le 2e cerveau, je retrouve ce trait complètement out of control. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'estomac, c'est notre 2e cerveau, et chaque jour on lui balance n'importe quoi. Comme à notre 1er cerveau d'ailleurs, avec la télé-réalité, les réseaux sociaux qui sont pas contrôlés, avec BFM, avec TF1 et compagnie. Le BFM TV de votre estomac, c'est par exemple le coca ou la bouffe transformée. Et honnêtement, si j'étais l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la bouffe, ou même juste des gens au pouvoir, mais qu'est-ce que je ferais tout pour que les gens mangent mal? Parce que on peut contrôler les gens qui mangent mal, les gens qui sont pas bien dans leur corps. Pour contrôler les gens sains, c'est dur. Les gens qui mangent super mal comme aux États-Unis, c'est facile de les contrôler parce que leur cerveau, au pluriel, ne fonctionnent pas correctement. Ils sont accros, ils ont des addictions, etc. ou ils ont des carences. Dans la bouffe, il y a des trucs qui impactent notre santé. Dans ce qu'on regarde sur les réseaux, à qui on parle, la conversation qu'on a, ça impacte notre santé mentale. Lisons des livres. Lisez d'ailleurs Glucose Révolution, ça va vraiment vous aider. Et arrêtons de s'envoyer et dans le cerveau et dans l'estomac des trucs qui nous auto-sabotent. Toujours pour faire écho à cet épisode sur le fait d'être inoubliable, ne pas faire les choses pour la validation. Un jour, tout le monde t'adore et le lendemain, tout le monde te déteste. Franchement, l'opinion publique, c'est vraiment la plus grande girouette de l'histoire. Et donc, c'est complètement inconscient de baser ses actions ou ses inactions là-dessus. Encore une fois, je prends toujours le même exemple. Kanye West, il était au top, du jour au lendemain, boum, à la rue, et maintenant, back to the top. Je trouve que les réseaux sociaux ont un peu mis le bazar là-dedans. Par exemple, j'ai parlé avec une amie entrepreneur la dernière fois qui m'a dit « J'ai fait que 20 ventes. » Mais 20 ventes, c'est 20 vies?
avec différentes histoires, avec différents cœurs qui battent. C'est incroyable, 20 personnes quand même. J'ai un ami aussi créateur de contenu qui efface son contenu quand il n'a pas assez de likes. Genre la dernière fois il m'a dit ouais j'ai eu que 200 likes, c'est nul. Mais on a perdu totalement conscience de la réalité, les amis, 200 personnes. Moi perso, si je suis devant un public de 200 personnes qui m'applaudissent et qui me disent j'adore ton contenu, je blush, je deviens toute rouge et mon corps est rempli d'amour, c'est fou. Maintenant, beaucoup agissent pour la validation et je crois que c'est une des raisons pour laquelle les entrepreneurs sur les réseaux échouent. Parce qu'ils font pour recevoir. Or, quand tu fais, c'est parce que ta cause te sert. Elle sert un plus gros purpose que toi, elle sert une plus grosse mission. C'est que ton pourquoi est solide. Alors c'est sympa, hein, c'est très cool d'avoir des likes, des petits commentaires, je t'adore, etc. Oui, ça fait du bien, tu te sens un peu valorisé, mais pour autant, si c'est pas le cas, et que t'es sûr de pourquoi tu le fais, ça devrait te suffire. Vous êtes 5000 abonnés à mon compte Spotify. 5000! C'est comme si je donnais chaque semaine une conférence à 5000 personnes. Comment vous dire que j'aurais pas du tout l'assurance que j'ai maintenant? On crée, on fait, on agit, on est pour servir, pour augmenter notre vibration. Si vous êtes accro à la validation, vous êtes au fond, au bout du rouleau quand elle n'est plus là. Aujourd'hui, on se rend plus compte. Les nombres ne représentent plus rien, mais dans la vraie vie, c'est incroyable. Je vous croise chaque semaine dans la rue à Paris et je trouve ça absolument incroyable. Et d'ailleurs, je me rends compte que, vous savez, j'ai eu 2 haters l'an dernier, seulement, et je me suis dit, mais si tu me croisais dans la rue, là, tu viendrais me dire que ma voix t'insupporte? Genre, tu viendrais me laisser ton vieux commentaire à l'oral? Ça m'étonnerait. Les gens se sentent totalement safe derrière leur écran, mais vous savez quoi? Non, vous n'êtes pas safe et nous ne sommes pas safe derrière nos écrans. Parce que je crois vraiment que certaines personnes sont protégées un peu spirituellement, voilà, pour les plus spirituels d'entre nous, j'en suis convaincue. Et avec tout le terre-à-terre que je peux vous apporter, si vous faites du mal, je pense que ça vous reviendra à un moment donné. C'est la loi de l'univers. Ce que tu développes te reviendra. Peu importe la fréquence que tu embrasses, elle te reviendra. À nous aujourd'hui de ne pas être le vaisseau de vibrations négatives, de ne permettre à personne de changer notre fréquence. Tu peux détester ma voix all you want, être insupporté par les anglicismes ou par les coups de pied aux fesses, mais je sais foncièrement que ce que je fais, c'est bien, c'est une bonne mission, c'est bienveillant. Et d'ailleurs, j'ai reçu tellement d'amour que franchement, je sais que je suis sur le bon chemin. Et je n'arrêterai pas, même si j'arrêtais de recevoir cet amour, parce que je sais très bien que Jacqueline ou Jean-Michel, qui ne m'aiment pas ou qui n'aiment pas mon podcast, a le droit, c'est ok, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et personne ne fait l'unanimité. Arrêter parce qu'on n'est pas 100% validé, c'est aussi passer à côté de merveilles, à côté d'opportunités incroyables. Dites-vous les amis, que si vous êtes assez intéressant pour être attaqué, c'est un compliment. Ceux qui perdent du temps avec vous, investissent en vous, ils donnent de l'énergie. Finalement, pour résumer cet épisode, prendre ses responsabilités, rester humble, avoir le courage d'être courageux et se souvenir que c'est vraiment simple d'être au top, vous permettra de gravir des montagnes. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.